Eishes chayim miyimtzo Verachoik mipninim nichro Botach bo lev balo V'shalom lo yechzor Shekel achem Vehevel hayoifi Oy vehevel hayoifi Isha yiras Hashem Tizano J'étais dans une période de grande drisha spirituelle et j'avais vraiment... C'était incroyable, quoi. Je vous avais raconté une fois comment c'était. Le Carbout, hein. Ouais, alors voilà, le Rav Ringer, à la Shalom, c'était un Breslever. Il était très jeune. Quand il est arrivé à Nice, il devait avoir 33 ans. Il était jeune. Pourquoi je dis ça un Breslever? Parce qu'il nous parlait souvent de Rabbi Nachman. Nous, on ne connaissait pas, mais bon, il me parlait souvent de la Chassidoute. Et lui, il venait de Belgique. C'était un révolté. Et là-bas, en Belgique, il ne supportait pas les religieux comme ça, avec les diamants, l'argent, les trucs et tout. C'était quelqu'un qui voulait vraiment vivre la Torah et transmettre la Torah dans le vécu, mamash. Et quand j'ai fait sa connaissance, c'est à 13 ans quand j'étais aux éclaireurs, j'étais dans les camps. Et il était venu avec sa mishpacha, sous les tentes, avec sa femme et ses enfants. Et il venait nous dire les dibourim, à nous les jeunes. Et j'étais très mitraberet, j'avais 14 ans. J'ai senti qu'il y avait... c'est comme s'il avait une allumette. À chaque fois que j'allais à son cours, il m'allumait à la Vodat Hashem. Et moi, je cherchais, c'est ça que je cherchais, mais je ne savais pas où et comment chercher. Ça veut dire qu'à l'âge de 13 ans, quand je suis devenue une jeune fille, j'ai regardé ce qu'il y avait dans la Olam et j'ai vu qu'il n'y avait rien qui m'intéressait. Mamash lo, shum davar. Et rien ne m'attirait. Je voyais les gens vivre, travailler, manger, dormir, regarder la télévision, étudier toutes sortes de métiers, tout ça. Et il n'y a rien. Chaque jour il suivait la veille et le lendemain encore. Et ce lendemain, et tout se ressemblait. Il y avait les études, je voyais rien de mamash dedans. Il n'y avait rien qui m'a attirée et j'ai commencé à avoir une dépression. Dépression d'adolescence, on va dire, où tu ne te trouves pas dans le Olam. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu as à faire dans ce Olam. Tu ne sais pas il n'y a rien qui te plaît. Et tu vois aucun tachlit, de rien du tout. Et j'ai commencé vraiment comme si j'étais derrière un écran. Il y avait le Olam, il y avait moi. Et c'était terrible parce qu'il fallait faire semblant de vivre. Et j'avais personne avec qui parler, pouvoir exprimer cette sensation-là que je vivais, que ma neshama vivait, que j'étais dans un monde qui n'était pas le mien. Et que je peux parler à personne parce que je ne sais même pas parler. Je ne savais pas parler, je ne savais pas exprimer ce malaise. C'était vraiment une angoisse très, très terrible parce qu'il fallait faire semblant de continuer à vivre comme tout le monde et ne pas vivre. Vivre et ne pas vivre en même temps. Alors un jour, Hachem m'a envoyé la solution et c'était extraordinaire. Comme quoi même, dans la ville où j'étais, il n'y avait pas de religieux. On ne savait pas ce que c'était. Il y avait une synagogue, mais même le rabbin, sa famille était Mechal al-Shabbat. Il n'y avait pas de Torah. Mais il y avait une chose, c'est que quand mon père à la Vachalom, il allait travailler,
on était des mamines. Bon, on faisait pas dans un Shabbat traditionnaliste, Yom Kippour, ça on mangeait pas de travail, on mangeait de la galette, tout ça. Mais on ne connaît pas ce moussag-là de Torah qu'il faut étudier, qu'il faut Shomer Torah au Mitzvot, on ne connaissait pas. Mais il y avait une chose, donc quand mon papa il allait travailler, et il embrassait la mezouza, il priait à la mezouza avant de partir, il ouvrait la porte, il mettait la main sur la mezouza, il fermait les yeux et il priait. Et une fois, il y a une voisine qui est venue, et moi j'étais dans la salle à manger. Une voisine qui a attendu que mon père finisse et qui lui a demandé Monsieur Bitton, qu'est-ce que vous faites tous les jours là? Vous ouvrez la porte, vous mettez la main sur la porte et vous fermez les yeux, qu'est-ce que vous faites? Alors mon père il a dit, quand j'ai quelque chose à demander à Dieu, c'est ici que je le demande. Et moi j'ai entendu ça. Je me suis dit, quelque chose à demander à Dieu, c'est ici qu'on le demande. Ça veut dire qu'on peut demander à Dieu. Alors je savais qu'Hachem nous avait créé. Ça oui, c'était le bassiste. Et j'ai dit, je vais demander à Dieu. Si je peux parler avec personne. Alors j'ai commencé à dire, Maître du monde, si tu m'as créé, dis-moi pourquoi, s'il te plaît. Parce que je peux pas. Ça m'intéresse pas du tout. Ce que je suis en train de vivre ne m'intéresse pas du tout. Je vois pas le tarif de ça. Je n'ai pas envie. Donc, fais-moi une tova et dis-moi pourquoi je suis là. Et en même temps, j'étais en 3e et j'avais un prof comme ça, un peu éberlué. C'était dans les Béorotes. Un vieux comme ça, qui était romantique, je sais pas. Il nous avait donné un conseil un jour. Il a dit, ceux qui ont des difficultés faire des dissertations, des résumés, tout ça, qui ne savent pas s'exprimer tellement par écrit, qu'ils achètent un cahier et qu'ils écrivent tous les soirs ce qu'ils ont fait dans la journée. C'est pas Rabbeinu ça. Et moi, j'étais pas très forte dans l'écriture. Si tiens, c'est une bonne idée. Alors j'ai acheté mon classeur et puis j'ai commencé à écrire ce que j'ai fait. Voilà, aujourd'hui je suis allée au lycée, j'ai fait ça. J'ai parlé à une amie, on a parlé de ça. Et puis après j'ai vu que ça me faisait du bien. Et j'ai commencé à écrire ce que je sentais vraiment sur la vie. Et qu'est-ce qu'on est venu faire ici dans son âme. Et est-ce qu'il y a Hachem? Et Hachem, si tu m'entends, réponds-moi. Dis-moi quel est mon tachlit. Et après... je voyais qu'Hachem, il me répondait. J'allais à la bibliothèque du lycée, j'ouvrais un livre, je tombais sur une parole de Chagall qui disait la même chose que moi. Dieu, aide-moi à trouver mon âme, aide-moi à te servir, aide-moi à savoir ce pourquoi je suis venue dans ce monde. Je dis waouh, quelqu'un d'autre qui parle comme moi. Mais c'était incroyable. Alors je venais d'écrire sur mon classeur, voilà ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Et après j'entendais une chose et je voyais une autre et je comprenais une autre et quand je relisais mes feuilles, alors je voyais qu'Hachem me répondait. Donc je lui ai demandé un jour je lui ai dit écoute, aide-moi parce que j'en pouvais vraiment plus et je te promets que je ferai tout ce que je peux pour te servir. Et là c'est là qu'il m'a fait connaître le Rav Ringer et que j'ai compris que mon but était dans la Torah. La solution de mon problème était dans la Torah et dans l'étude de la Torah, Bentaïm. C'est-à-dire d'être une bonne juive à part entière. Mais je ne savais pas à quoi ça ressemblait, je ne savais pas à qui il fallait parler, où il fallait aller, où on apprend la Torah, s'il y a une Torah à apprendre. Mais qui est sourd? Alors j'ai dit, bon, je me suis dit tout simplement, dans ma Tmimout, pour être une bonne juive, c'est en Eretz Israël. Alors il faut que j'aille en Eretz Israël. Mais maintenant, je ne connais pas la langue. Je ne peux pas aller en Eretz Israël si je ne connais pas la langue. Il faut que j'apprenne à l'hébreu. Et chez nous, il y avait un petit livre de la Sortnout pour apprendre les règles, les premières règles de l'hébreu, en anglais et en hébreu. Et j'avais appris toute seule à lire Aleph, Kamatz, Aleph, Patar, A, parce que je n'avais pas dans le Torah. Alors comme je savais lire un petit peu en hébreu et en anglais, alors j'ai pris un cahier et je prenais ma première leçon. Chaque jour je venais de l'école, je me faisais ma leçon d'ivrit, toute seule. Et je crois que la 6e leçon, j'ai ouvert le livre et je vois un mishpat, je vois une phrase qui m'a changé ma vie, qui m'a éclairée. Et ce mishpat, c'était quoi? En davar omed bifnei haratzon. C'est-à-dire que tout, tu peux l'avoir rien qu'avec la volonté. Et ça, c'est un dibour hommage de Rabbeinu.
C'est-à-dire que je suis Ma'amina, mais maintenant je l'ai quelqu'un qui était comme moi dans un désert. Hachem, il lui parle. Le tzaddik qui vient, il lui donne les tzot qu'il faut. Ils m'ont donné la état des doutes. Ils m'ont donné la état du ratson. Ils m'ont donné. Voilà, Ricard. La état des doutes, le ratson. Et donc, j'ai fermé. J'ai dit, bon, je ferme tout. Je sais ce que j'ai à faire. Des retsonotes et des retsonotes et des kissoufim, des retsonotes et des kissoufim, des retsonotes et des kissoufim. Voilà. C'est comme ça que j'ai avancé. C'est comme ça que les choses sont ouvertes, les portes se sont ouvertes de la Torah. Et j'allais à Nice et j'ai étudié la Torah. Et donc, je m'étais dit, bon, ça a été pendant 2-3 ans de tchouva comme ça, il fallait rentrer la Torah à la maison aussi. C'est pas évident du tout de rentrer la Torah à la maison parce que bon, des parents, ils ont leur vie, que s'il va rentrer des nouvelles messages, une nouvelle façon de vivre. Mon père était très intelligent et il fallait trouver les mots pour me charner, pour lui faire comprendre que t'es trompé toute ta vie, quoi. Et où tu as trouvé ça chez le Rav Ringer? J'ai trouvé la vaisselle et tout ça pour savoir tout ça. Ah, et ben au fur et à mesure, bon, j'avais des livres à la maison, j'étudiais beaucoup toute seule. Et lui, il me réveillait mon ratson. Et avec les diplômes de Rabbeinu, il me réveillait mon ratson, il me montrait chaque pour faire Avodat Hashem Mamash et ne faire que ça. Donc depuis la seconde jusqu'à la terminale, j'ai je vais faire tchouva à mes parents, c'était mes tamidim. Et j'ai prié beaucoup. À chaque fois que je devais leur parler, qu'Hachem me met les mots dans la bouche, que je sache comment être mes chartnéas. Et c'est comme ça que je me suis construit ma marche de la seconde à la terminale. C'est là que j'ai construit ma imuna. Ma marche, je sentais qu'Hachem était avec moi pour chaque chose. Et aussi la force de parler. J'ai compris que c'était Hachem qui la donne. Et j'ai prié beaucoup pour qu'il m'aide à savoir comment parler à mes parents et les faire revenir à la Torah, à la tchouva. Il m'arrivait parfois des choses extraordinaires. Je voyais des miracles. Il fallait que je fasse la villa des Kélim en cachette. Il ne fallait pas qu'on sache. Rien, il fallait qu'on sache. Parce que c'était chaque chose, c'était des explosions. Et Kélo, quand nous rentre à la maison, c'est quoi ces trucs-là? Ça arrive à quoi? Donc je prenais la poussette du marché, j'allais à la mer, on habitait à côté de la mer. Et je prenais la poussette et j'allais tremper mes kélim, je revenais vite en cachette, je les lavais, je les essuyais, je les remettais à leur place. Tout avait sa place à la maison, chaque chose, tu bouges d'un centimètre, ça se voit. Donc il fallait chaque chose, je le remette à sa place comme c'était au départ. Et un jour, alors mon papa, il avait une cafetière, comme il avait avant, tu sais, qu'on dévisse comme ça. Le matin, il faisait le café, il mettait la poudre de café, là, le café moulu. Et il faisait bouillir, après il mettait un quart d'heure pour laver la cafetière de tous les grains, il le faisait sécher, tout ça. Il fallait absolument que je fasse la villa de la cafetière. Donc j'ai pris la cafetière parce que je me dis c'est la chose dont on se sert le plus. Et donc je suis allée sur les rochers. Et parce qu'il ne fallait pas que les gens me voient, que je disais des fois elle a fait ça. Des fois je me moquais, des fois ils me voyaient, les goyim ils rigolaient. Bon, je m'en fichais, hein. Mais alors là, je suis allée dans la rocher, j'ai dit, je vais me trouver là-bas, très loin, un endroit, je vais être tranquille, je vais me trouver un endroit, je vais tremper mes trucs, et c'est tout. Et à un moment donné, alors je déballe mes trucs, il y avait le filtre, tu sais, le petit filtre là, comme ça, je le trempe, il me lâche des doigts. Je me dis, maman, j'étais en haut des rochers, il faisait 10 mètres de haut, quoi. C'est tombé entre les rochers, entre deux trucs comme ça. J'ai dit, bon, là, je suis foutue. Comment je vais faire pour revenir à la maison sans mon filtre? Mais qu'est-ce qu'il va me faire, mon père? J'ai commencé à prier. J'ai dit, bon, j'ai pas fait ça pour moi, j'ai fait ça pour toi, parce que tu nous as dit de faire la villa des Kélim. Mais tu sais que je peux pas retourner à la maison comme ça. J'étais comme une dingue et tout. Je t'en prie, fais-moi cadeau, j'en prie. Et à un moment, il y a deux colombes qui sont passées. Je leur ai dit, allez demander à 4 jours, s'il vous plaît. Allez prier pour moi. Et je savais pas quoi faire. J'ai prié. À un moment, je les vois revenir. J'ai dit, bon, elles sont venues. Alors, je vais faire Ishtadlout. J'ai mis ma main. Tu vois pas que le truc, il remonte dans ma main.
Alors, bon, ouais, c'est comme ça que je vais construire ma Emouna. C'est pas avec les cours, c'est pas avec les... Rien, c'était de la seconde à la terminale, je voyais Hachem me faisait des épreuves parce qu'il avait envie de m'entendre et puis il avait envie que je construise cet Emouna-là. En voyant qu'il est avec moi, qu'il faut que je l'appelle, que je lui demande et qu'il va me donner si je lui demande. Voilà. Et voilà, et après, je suis allée une fois que j'ai eu mon bac, mais tout avec la fila évidemment, parce que j'étudiais pas, moi j'ai étudié les pires qu'à vote sous la table dans les cours de philo, ça m'intéressait pas tout ce qu'ils disaient. Moi j'ai écouté la Torah, un livre après l'autre. Et quand j'ai eu mon bac, je l'ai eu ma mâche avec des Nissim parce que j'avais 50 points à rattraper. Et c'était impossible, il fallait... Bon, j'aime juste à la limite, encore un point. Moi, je l'avais raté. J'ai dit, bon, j'ai prié toute l'année pour aller étudier la Torah. Je peux pas jeter encore un an, je peux pas, j'ai envie d'aller étudier la Torah. Tout c'était, maman, j'étais à quoi vous avez brillante. Et j'avais l'oral à rattraper, 50 points. Alors l'oral, j'avais la géo, j'avais l'histoire, j'avais, je sais pas trop quoi, plein... Bon, j'avais 5 matières que je devais rattraper. Et j'ai pas bossé pour savoir plus parce que faut tellement savoir et j'avais tellement peu envie que moi je suis allée avec mon Chumash Rashi, ma paracha, et je suis allée étudier là-bas entre un et l'autre qui m'interrogeait, je faisais ma paracha. Les élèves me disaient mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Ils étaient avec leurs annales, j'ai dit c'est avec ça que je vais avoir mon bac, vous croyez? Et ben c'était à la panime. Mes interrogations étaient à la panime. Moi je savais rien. Mais comme je suis tombée sur des amis de mes professeurs et qu'ils avaient honte de me mettre une note pas bien, ils m'ont mis l'irvod de leur ami. Une note la moyenne, le qui de s'enlever tout juste, mon Rachel. J'étais très heureuse. Et après je suis allée à Aix-les-Bains. Alors quand je suis arrivée à Aix-les-Bains, c'était super, mon Rachel extraordinaire. Je pouvais étudier la Torah le jour, la nuit, c'était Mamash Gan Eden. Et bon, après un an, j'ai fait un séminaire avec le Rav Wenger en Israël de 3 semaines. Mes parents, ils ont été gentils, ils me l'ont payé. Et un Shabbat, bon, ils savaient que j'étais à Aix-les-Bains, que j'étais devenue religieuse et tout. Mais il aimait bien remettre en question les personnes. C'est-à-dire, il n'aimait pas qu'elles deviennent des religieuses et zéro. Alors, un Shabbat, on faisait une Netilat Yadayim parce qu'il était invité, il était à notre table, nous les filles. Et donc, on était tous en train d'attendre pour faire Netilat Yadayim notre tour et je me nettoyais les ongles parce qu'il faut pas qu'il y ait de khatitsa. Alors, il vient me dire ah, t'es religieuse, hein, maintenant? Qu'est-ce qu'il veut? J'ai pas osé lui répondre parce que je parlais jamais. Mais il m'a mis la panique, il m'a vraiment la panique dans tout ce que j'avais acquis. J'ai dit, mais alors, il faut ou il faut pas? C'est les jours halaro, pourquoi il se moque de moi? Pourquoi il me dit ça? Pourquoi il me dit, je suis religieuse, il faut pas être religieuse? Mais oui, il faut être religieuse, mais oui, il faut apprendre, oui, il faut... Je ne savais plus, j'avais confiance en lui, j'avais confiance en lui, mais je ne savais pas où il voulait en venir. Qu'est-ce qu'il veut de moi? Je comprends rien. Maman, je suis allée dormir, j'étais mes boules bellettes, je suis retournée en France, je suis retournée à Aix-les-Bains, mais alors complètement mes boules bellettes. Je ne savais plus rien à rien. Je ne comprenais plus rien à rien. J'allais au cours de Torah, je le regardais comme ça, je ne comprenais rien. Mais de quoi il parle? Mais de quoi il parle? Si Bémet, c'est Bémet la Torah, c'est ce qu'ils disent, mais ça ne peut pas se dire du bout des lèvres. Il faut la vivre, la Torah. Il faut la danser, il faut la respirer. On ne peut pas dire des chidushim de Torah et être derrière des bancs, écouter, faire des interrogations écrites. T'as bien répondu, t'as pas bien répondu. Il faut la vivre, la Torah. Et je me sentais plus du tout avec eux. Je comprenais pas, c'était des litaïm. Bon, la Torah des litaïm, quoi. C'était très scolaire. Et maman, j'entendais plus rien. Je comprenais plus rien. Quand il parlait des Rachamayim, je savais pas ce qu'il voulait dire.
Quand il parlait des Mouna, je ne savais pas qu'est-ce qu'il voulait dire, de quoi il parlait. Et j'ai commencé à tomber comme quand j'avais 13 ans. C'est-à-dire, j'allais dans les champs, je continuais à faire une bonne doute, je continuais à écrire, à parler à Hachem. Et j'étais sur avec Hachem pendant 6 semaines. Je disais, bon, qu'est-ce qu'il attend de moi? C'est quoi la Torah? Mettre la Torah, je sais que c'est pas ça la Torah, c'est pas possible, ça peut pas être ça la Torah. Et c'est quoi alors? Je sais pas ce que c'est la Torah. Je peux pas vivre une vie comme ça, je peux pas la vivre, sinon prends-moi, je peux plus. C'était terrible, vraiment, c'est une angoisse comme ça. Les personnes ne me comprenaient et j'allais voir des rabbinim, je leur disais. Je sentais un vide comme ça, un manque très très grand de je ne sais pas quoi. Un manque de je ne sais pas quoi. Et ils ne me comprenaient pas. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu es une très bonne élève et tout. Mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas ça, c'est pas que ça, c'est pas possible. Et moi j'avais l'habitude d'Aliot et des Yéridot, auparavant. Quand j'étais à l'école avec mes parents, on priait, avançait, descendre, tomber, remonter. Et là c'était maman, je savais pas d'Aliot et des Yéridot. C'était rien qu'on étudie, on avance, zéro. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Et Bémet, c'était une angoisse très très profonde. Et à un moment, au bout de 6 semaines, j'ai crié vers Hachem. J'ai dit, mais bon, je peux plus. Là, il m'a fait une hara. J'ai compris, j'ai dit, peut-être parce que je suis pas mariée. J'avais 19 ans. Et je me suis dit, peut-être que ce manque-là, ce manque de la neshama, j'ai dit, ah, mon neshama, envoie-moi mon khatan. Si c'est lui qui a la solution, envoie-moi. Et là, j'étais dehors, je suis rentrée au Beth Yaakov et le téléphone a sonné, on m'a appelé au téléphone. C'était la rabbinite de Besançon, Aya Shalom, qui m'appelait. On avait fait connaissance un jour. Et elle m'a dit, voilà, j'ai un shido pour toi. Est-ce que tu veux? J'ai dit oui. Et c'était marrant parce qu'avec la rabbinite de Besançon, quand je suis arrivée à Aix-les-Bains la première année, le premier Hanouka, la première fois que je l'ai vue, elle avait une aura comme ça autour d'elle. Une lumière très forte. Elle était toute en noir, elle avait le ventre, elle était les lunettes et tout. Et je me suis dit, waouh, je veux lui ressembler. C'était les seuls bracelets qu'il y avait avec Aix-les-Bains. J'étais éblouie par la lumière qu'il y avait sur elle. Et je me suis dit, c'est elle qui me fera mon shidour. Sans la connaître, sans rien du tout, rien clown. Et son mari, je l'avais rencontré dans la Besançon à la Yeshiva pendant la première fois que j'allais à une Khatuna. J'ai vu la même lumière. Je ne savais pas qu'ils étaient mariés. J'avais envie d'aller le voir, de lui parler, mais de quoi? De quoi? Je ne savais pas. J'étais rien qu'éblouie par la lumière qu'il avait, ce Ben Adam. Et donc, elle m'a appelée, elle m'a dit, j'ai dit oui. Et finalement, il y a eu beaucoup d'obstacles parce que personne ne voulait me marier avec un chassid là-bas. J'étais une bonne élève. J'aurais pu faire madrecha. Il voulait me garder au Beth Yaakov. Et j'ai dû me battre pendant 1 mois pour que ce shidour il se fasse. Et donc, quand je suis arrivée au shidour, alors la seule chose qu'il m'a dit mon mari, il m'a dit, Khatan m'a dit, moi je suis Breslev. Breslev, c'est mettre la mytho. Voilà. Tu es d'accord de rentrer là-dedans? Ok. Et... ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire quoi? Émettre la mytho. C'est ça que je voulais entendre. J'ai dit émettre la mytho, mais j'étais dans le émettre jusqu'à présent. Et c'est émettre la mytho, ouais, c'est ça. Voilà, c'est sur un mot que je me suis mariée. Émettre la mytho. Après, j'ai paniqué, hein. Attends, après, quand tout le monde a su que j'étais Kala et tout ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis folle. Je suis mariée avec un type que je connais pas. Je connais pas. J'ai rien. J'ai pas rien, quoi. J'ai pas l'attirance ni clou. Il me demande même pas d'où je viens, d'où je suis, ni clou. Mais je sais même pas d'où il vient. Je sais même pas ce qu'il. Je savais que c'était un matchouva. Il m'a dit non, tu veux que je te raconte avant matchouva? J'ai dit non. Quand on a fait tchouva, j'estime que tu t'es là, tu mais tchouva, tout le passé est effacé. Bon, alors, voilà. Complètement panique. C'est Ketsour. Voilà, alors, après, j'ai paniqué, j'ai allé voir mes rabbinés, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Je sais pas, mon Breslev. C'est quoi? Alors, personne connaît ces Breslev.
m'ont dit, qu'est-ce que t'as choisi? Hachem, il a choisi pour toi, vas-y et tout. Et moi, j'ai l'impression que je suis rentrée dans une secte, un truc que je savais pas du tout où j'allais arriver. Et puis bon, je me suis dit, comme Esther Avatka, Kacha Avat, Yavat, perdu pour perdu. Après, voilà, je suis rentrée, bon, Hachem. Et là, j'ai vu que c'était Emel parce que, oh, bon, Hachem, on s'occupe de nous faire le taken, le mettre durant le match dans la voda. C'est pas stable, tu étudies la Torah et t'avances, chaque jour ils se ressemblent, et t'as l'impression que t'es une tzadékette. Mais bon, bah, comme j'étais une tzadékette, j'étais une petite rabbinite, les filles, je faisais du chesed, je disais des dibourim et tout. Mais c'est pas possible, c'est là, ça va s'arrêter là. C'est comme ça, on est tzaddik, on est tzadékette, c'est où? Non, c'était pas ça. Les chamans ressentaient que c'était pas ça. Quand je suis rentrée dans le bracelet, c'était Mamash. Baruch Hashem, quoi. On te montre, c'est comme si on enlève le voile et puis on te montre comme t'es. Et après tu mets ta canne. Une fois que tu as fini d'arranger un truc, on t'enlève un deuxième voile et encore mets ta canne, encore. C'est beaucoup de bisionnotes. Les bisionnotes, Baruch Hashem, j'ai compris que Rabbeinu il a dit en fait tu vas avec les bisionnotes. Et c'était énormément de bisionnotes. Beaucoup de bisionnotes. Et bon, heureusement que Rabbeinu ils donnent des dibourim pour Admit Razak dans les bisionnotes, comme Rav Avraham Nachman qui dit si on connaissait le Kohar Metayer de Bizayon, on irait au mikvé se tremper pour être zoché, d'être Mekabel le Bizayon comme il faut, parce que c'est Metayer au Tanou. Donc j'ai pris Baruch Hashem des centaines et des centaines de bisionnotes, et bon voilà, j'étais malade que c'est Metayer au Tanou. Et voilà. Par qui les bisionnotes? Ouais, c'est une question. Hein. Mais par qui? Papa? Alors, Rabbeinu, il dit voilà, maintenant. C'est pas dans la famille, là, dans ton cas. Le bisionnote, ça peut être toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. C'est-à-dire, quand t'es pas à une place de kavod, ça s'appelle être un bisayon. Si t'es malade, tu t'es impotent, tu peux rien faire, ça s'appelle un bisayon. J'avais eu beaucoup de problèmes physiques. J'étais souvent à l'hôpital, j'avais vraiment beaucoup de problèmes. J'avais pas de quoi, je me sentais nulle, j'ai rougissais pour un oui, pour un non. C'était moche, capara. Tout me faisait honte, on parlait, je rougissais, j'avais rien à dire, je me sentais nulle parce que je savais pas m'exprimer. Pas parce que j'avais rien à dire, mais parce que je savais pas parler. Alors j'ai l'impression que je suis bête. J'étais sûre que j'étais bête. C'est-à-dire jusqu'à ce que je suis arrivée en Eretz Israël, j'ai commencé à refaire mes cours ici, j'étais sûre que j'étais complètement nulle. Bien que j'avais 18 de coefficient intellectuel, on nous avait fait faire les trucs. J'étais la Kélo la plus intelligente de la classe, Birlal. Mais rien ne me prouvait que j'étais intelligente, Birlal. Et tout me prouvait que j'étais bête. Quand je me suis mariée, il n'y avait que mon mari qui parlait. J'avais rien à dire, mais rien. J'étais comme ça en dessous de la table en train de tourner mes doigts et trucs tellement que j'avais honte que j'ai rien à dire. Moi je voyais comme quelqu'un de très intelligent et moi très bête. Je me sentais jamais au niveau de rien. Enfin c'était vraiment fashion quoi. Très bien. C'est passé, Bezrat Hashem. Et j'ai commencé à faire les côtés de filote, donc c'est le premier truc que j'ai reçu. La première affaire que j'ai reçue. Les côtés de filote, j'étais très heureuse quand j'ai reçu les côtés de filote parce que j'étais mis de garde. Je me disais, il doit exister un livre de filote, c'est pas des télim, c'est pas le sidour, c'est pas mon niveau d'étude à moi. Un livre qui exprime ce que je veux de l'intérieur. Et je savais pas que ça existait. Et quand je l'ai reçu, je dis, ouais, me voilà. J'étais très heureuse. Ça m'a vachement raccordé. Je me suis attachée au l'écouter de filote. Et voilà. Et j'avais envie de faire, de partager. La plus grande chose que j'avais envie de faire partager, c'était de dire aux femmes combien la tfila, c'est tout. Parce que je suis revenue, j'ai tout eu avec la tfila. J'ai tout eu, j'ai eu la tchouva avec la tfila, j'ai eu mon mari avec la tfila, j'ai eu mes enfants avec la tfila, j'ai eu la tchouva avec la tfila, je voulais le dire. Et puis finalement, j'ai traduit j'ai
commencé à traduire les écoutes de Tfilote, parce que je me suis dit, jusqu'à ce que je vais leur faire des cours et que je vais leur expliquer et tout, je vais faire l'écoute de Tfilote, elles vont le lire et puis c'est tout. Elles seront dans le tapis, elles seront déjà dans la fila. Rav Besançon, il avait donné la Etzah à mon mari. Kilo pour m'occuper que je traduise les petites filles. Donc ça a été le premier livre que j'ai traduit. C'était quelque chose que personne ne connaissait, les côtés de Philote. Madame Besançon m'avait dit, c'est qui va le lire? Et là, elle n'y croyait même pas, elle. Oh, moi qui n'avais pas de bitar en Atzmi, j'y croyais encore moins qu'elle. Je me suis dit, bon, il m'a demandé de le faire, je vais le faire. Voilà. Mais c'était les côtés de Philote, c'était mon ami. C'était vachement mon ami, mon rave, mon roi Hakodesh, mon madrir, mon consolateur, mon mechazek. Elle, avec les côtés de Philote, ça suffit, quoi. Je veux dire, même s'il existait que les côtés de Philote, d'ailleurs-nous. Parce qu'il y a tout dedans. Il y a la Torah, il y a la Tfila, il y a Rabbeinu, il y a Rabbi Nathan, il y a toi, il y a le roi Hakodesh, il y a tout dans les côtés de Philote. C'est un chesed Nora, en tout cas pour les femmes, c'est un grand chesed les côtés de Philote.